On pourrait penser que l'étude de l'univers, c'est l'étude d'objets qui se situent très loin de nous, à des millions, à des milliards d'années-lumière de nous, et que cela ne nous concerne pas parce que finalement ça ne correspond pas à ce qui est là, présent autour de nous. Et en réalité, on utilise l'univers en astrophysique comme une loupe pour voir ce qui est là, mais qu'on ne voit pas, qui est trop subtil. On pense qu'il existe probablement une forme de matière, une forme d'énergie, de nature totalement inconnue, et qu'on ne voit aujourd'hui que dans l'univers, mais qui serait là, dans cette pièce, et qu'on ne voit pas. L'univers nous permet d'explorer une forme d'invisible qui devrait révolutionner notre compréhension des lois de la nature, mais aujourd'hui, les scientifiques sont confrontés à une situation unique dans l'histoire des sciences, où ce que l'on mesure avec la plus grande précision, c'est notre degré d'ignorance. Et le nom qu'on donne à cette ignorance, c'est la matière noire, l'énergie noire et même les trous noirs. Dans mon livre, ce que je raconte, c'est le fait qu'il y a une succession d'observations qui nous ont conduit à ce constat qu'il existe probablement 95% de la nature de l'univers qui serait composée de matière, d'énergie noire de nature inconnue, et on verra un rôle aussi des trous noirs qui est assez mystérieux. Les étoiles tournent trop vite autour du centre des galaxies. Le Soleil, par exemple, tourne à 220 km par seconde autour du centre de la Voie lactée, et à cette vitesse-là, il aurait dû depuis longtemps quitter la galaxie. C'est donc qu'il y a une plus grande attraction que ce que l'on voit avec la matière lumineuse. On en déduit la présence de matière noire. Les galaxies elles-mêmes tournent trop vite, se déplacent trop vite dans les familles de galaxies qu'on appelle les amas de galaxies. De nouveau, on fait appel à de la matière noire. Les amas de galaxies dans l'univers, sur des millions, des milliards d'années-lumière, se déplacent trop vite, ce qui montre que l'expansion de l'univers accélère. Et ça, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui est dû à ce qu'on appelle de l'énergie noire. Ce qui est intriguant, c'est que dans tous les cas de figure, on déduit l'existence de quelque chose d'invisible d'une loi universelle qu'on appelle la loi de la gravitation. Et depuis que Newton a donné aux scientifiques la capacité de prédire l'avenir des mouvements des astres, il leur a aussi donné la possibilité de voir des composantes invisibles. Lorsque on a étudié les mouvements de la planète Uranus, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas entièrement explicables par les effets du Soleil et des autres planètes à côté. On en a déduit qu'il était possible que la loi de la gravitation universelle de Newton, aux confins du système solaire où se trouvait Uranus, devait peut-être être fausse, elle devenait incomplète. Mais il y avait une autre possibilité, c'était qu'il existait un astre invisible au-delà d'Uranus qui influençait, qui perturbait son mouvement. Adam Le Verrier a observé cet astre, a déduit sa présence, son existence, et on a observé cet astre, c'est la planète Neptune. Et donc, on a failli succomber à ce qu'on pourrait appeler une illusion uranienne, une illusion du premier type, c'est le fait de croire que nos lois sont fausses alors qu'en réalité, il y a des perturbateurs invisibles. Et le perturbateur, c'est la première forme de matière noire en quelque sorte, c'est la planète Neptune. Cette planète n'est pas noire, mais elle était à l'époque inconnue. Il existe une deuxième forme d'illusion, et dans ce livre, ce que j'essaye de présenter, c'est comment les scientifiques, lorsqu'ils sont confrontés, comme aujourd'hui, à une question majeure, qui pourrait être l'annonce d'une révolution scientifique en gestation, eh bien, ils envisagent toutes les possibilités. Et j'ai considéré une grille de lecture de ces possibilités avec des degrés, des niveaux d'illusion. L'illusion du premier type dont je viens de parler, mais il y a aussi une illusion du deuxième type. Lorsqu'on a étudié les mouvements de la planète Mars et qu'on s'est rendu compte que la loi de la gravitation de Newton, à nouveau, ne permettait pas d'expliquer parfaitement les mouvements de la planète Mars, il fallait invoquer un perturbateur. Adam Le Verrier a invoqué une planète, Vulcain, mais la planète Vulcain n'a jamais été découverte. Cette fois, il a été victime d'une autre forme d'illusion. La loi de la gravitation écrite par Newton était devenue invalide. Il fallait utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein. Là, c'était l'illusion du deuxième type. Mais aujourd'hui,
on se rend compte qu'il est possible qu'il existe encore des niveaux plus subtils d'illusion. Par exemple, lorsqu'on regarde la planète Mars se déplacer dans le ciel, on voit que par moments, elle a un mouvement rétrograde, elle retourne en arrière. Et ça, pour les Chinois dans l'Antiquité, c'était la preuve d'un désordre cosmique provoqué par le comportement des êtres humains, et la direction dans laquelle se plaçait le mouvement rétrograde de Mars indiquait une région où il allait y avoir de la famine, une guerre, parce qu'un désordre s'était produit dans l'univers. On sait aujourd'hui que c'est tout simplement notre point de vue, notre position, notre mouvement qui provoque cela, puisque c'est quand la Terre dépasse Mars que l'on pense que Mars revient en arrière. Et si une partie des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui ne venait pas ni d'une erreur de nos lois, ni de la présence d'objets invisibles, mais simplement de notre position dans l'univers. Un effet d'illusion analogue à la planète Mars qui repart en arrière. Ça, c'est l'illusion du troisième type. Et c'est, par exemple, ce qui est proposé aujourd'hui pour expliquer certaines tensions en physique, pour comprendre l'expansion de l'univers, les conséquences du Big Bang. On pourrait vivre dans une région particulière de l'univers. Et d'ailleurs, des observations récentes montrent que, autour de nous, l'univers est un peu moins dense en galaxies qu'ailleurs. Un grand nombre d'observations nouvelles sont en train de donner des éléments qui nous permettent d'avancer. Les observations se multiplient à une vitesse prodigieuse grâce aux nouveaux observatoires. C'est de ça que je parle dans le livre. Et donc, ces trois principales formes d'illusion sont les piliers un peu de notre recherche pour résoudre ce problème qui est finalement lié à la gravité. Et ça me rappelle cette histoire de ce type qui va chez le médecin et qui dit au médecin: voilà, docteur, j'ai mal partout. J'ai mal partout parce que quand j'appuie sur mon nez, j'ai mal, quand j'appuie sur ma joue, j'ai mal, quand j'appuie sur ma tête, j'ai mal. Et là, vous savez, le poignet gauche, ça fait très très mal. Le médecin dit très bien. Il note quelque chose. Le patient dit: qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous avez le doigt cassé. Eh bien, dans la situation actuelle, il est possible que nous ayons la gravité cassée, car tout ce que l'on déduit, on le déduit des mouvements des astres à partir de la loi de la gravitation. Et si la gravitation n'était pas ce qu'on pense? Le prix Nobel de physique, Gerhard Toft, et le physicien Ted Jacobson ont proposé tous les deux en parallèle une idée complètement dingue. La gravitation, qui était l'élément fondateur de la physique moderne, ne serait pas une interaction fondamentale. Elle ne serait qu'un processus émergent à l'échelle macroscopique, comme la flèche du temps, et elle n'existerait pas aux petites échelles. Peu de physiciens savent que la gravité n'a jamais été testée en dessous du dixième de millimètre. On la suppose comme acquise, mais en réalité, il est possible que la gravité ne s'applique pas aux particules élémentaires. À ce moment-là, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur tout ce qu'on déduit à partir de la gravité? Certains vont jusqu'à supposer, comme Gerhard Toft, que la troisième dimension de l'univers elle-même est une illusion et que la totalité des phénomènes qui se passent dans l'univers s'expliquerait avec simplement deux dimensions. Là, on serait dans la grande illusion, ce qu'on peut appeler la quatrième forme d'illusion, l'illusion du quatrième type, où il faudrait complètement réviser non seulement notre compréhension des composantes de l'univers, mais aussi notre connaissance de ce qu'est l'espace, le temps, la gravité, une révision fondamentale de notre compréhension de notre position dans l'univers et qui pourrait changer ce que nous pensons aujourd'hui. Et enfin, il y a un cinquième type d'illusion qui est beaucoup plus subtil. Freud, dans son introduction à la psychanalyse, a dit que la science avait infligé une série de blessures narcissiques à l'humanité. Quand, avec Copernic, on s'est rendu compte que nous n'étions pas au centre du monde, on a vécu une première blessure narcissique. Quand, avec Darwin, on s'est rendu compte qu'on n'était plus dans le prolongement logique de l'histoire du monde, donc centre géographique avec Copernic, centre historique de convergence avec Darwin, on a vécu une seconde blessure narcissique. Quand, avec la psychanalyse, on s'est rendu compte qu'on n'était pas aux commandes de nos émotions, notre conscience, mais que c'était l'inconscient, troisième blessure narcissique. Aujourd'hui, avec les découvertes les plus récentes de l'astrophysique, on semble vivre une quatrième blessure narcissique où on se rend compte que ce que l'on connaît ne serait qu'une petite fraction de ce qu'est l'univers et qu'en réalité, le monde serait fait de toute autre chose. De nouveau, nous ne sommes même plus au centre de la nature même de ce qu'est l'univers. Ce qui nous fait ne serait que
un petit détail dans toute l'histoire, dans toute la composition de l'univers. Face à cette blessure narcissique, on pourrait se demander si il n'y a pas derrière notre regard sur l'univers une influence de notre positionnement face à la connaissance, face à l'univers. En d'autres termes, une forme d'illusion narcissique. Quand on regarde le monde autour de nous, par exemple, depuis cette pièce, lorsque je regarde le monde à l'extérieur, je le regarde à travers une fenêtre, et il y a une petite partie de ce que je vois qui est une réflexion de moi-même à travers la vitre de la fenêtre. Dans toute l'histoire de l'univers que l'on décrit, on peut reconnaître un reflet de l'histoire de l'homme et de l'humanité. L'histoire du Big Bang, par exemple, telle qu'elle est racontée, ressemble à la Genèse. Alors qu'on pourrait tout à fait imaginer un multivers, on pourrait imaginer une histoire tout à fait différente. Beaucoup de ce que l'on décrit comme étant la réalité objective de l'univers est imprégné de la culture d'une époque, de ce qu'est l'être humain au moment où il parle. Et on peut se demander, et c'est ça la question pour moi ultime de ce livre, c'est de savoir si la science, avec les questions qu'elle pose, ne réfléchit pas une interrogation plus profonde de l'humanité sur ce qu'elle fait ici. Qu'est-ce que nous dit cette question de la nature de l'univers, où 95% de l'univers nous échappe? Qu'est-ce que nous dit ce constat d'ignorance de l'humanité? Quel défi se présente à l'humanité aujourd'hui lorsqu'elle est confrontée à la mesure de sa propre ignorance? Est-ce qu'il n'y a pas là l'espoir de passer à une autre étape, un défi pour l'humanité d'une véritable transformation face à cette possible illusion narcissique, et qui voudrait dire que lorsqu'on arrivera à résoudre le défi scientifique qui est posé aux scientifiques, eh bien ça aura peut-être des implications en parallèle, ou ça sera associé à une évolution de notre compréhension de notre position dans la nature. Et il est difficile pour moi de ne pas faire un lien avec justement les défis planétaires qui se posent aujourd'hui à l'être humain, où on se rend compte qu'on est confronté à une problématique où on doit réviser notre rapport à la nature. Tout ça, ce sont beaucoup de questions, et au fond, c'est peut-être ça la richesse de l'avancée scientifique, c'est d'être à même de nous aider à mieux formuler les questions, et c'est ça un peu l'objectif de ce livre, c'est de nous guider vers une formulation nouvelle des grandes questions sur l'astrophysique qui concernent tout le monde.